Série débutée en juillet 2010 qui compte à ce jour 12 épisodes plus de hors-série, avec dans le rôle de Sherlock Benedict Cumberbatch aux côtés de Martin Freeman dans le rôle de Watson. C'est, de mon point de vue, la meilleure version qui existe, ne cherchez pas plus loin. Tout l'univers a subi un gros rafraîchissement, et en même temps, rien n'est oublié. Fini les calèches et les télégrammes, maintenant Sherlock communique par téléphone et prend des taxis. Tout l'univers a été modernisé, mais tout est fait en sorte pour que rien de ce qui fait de lui un vrai Sherlock ne soit retiré. Chaque élément est présent. Ce chapeau ridicule qui change suivant les versions, ici on s'en moque mais de manière intelligente. Il ne fume pas, et au contraire, il essaye d'arrêter. Il fume uniquement lorsqu'il n'arrive plus à avancer dans son enquête, ou alors dans l'attente d'une toute nouvelle qui serait assez intéressante pour qu'il se concentre dessus. La loupe est présente, mais sous un autre style. En fait, tous les éléments sont présents, mais montrés de différentes manières, plutôt que de faire le Sherlock de base, qui fume, qui porte son chapeau ou casquette et qui balance toutes les 20 minutes, élémentaire mon cher Watson. C'est un détail, mais Watson en général boite, ou du moins il se balade avec une canne. Et bien, dès le premier épisode de la première saison, lors de ce retour de guerre, il en aura une, qu'il va totalement oublier car sa blessure est psychologique, et il s'en passera définitivement aux côtés de Sherlock. Sa double casquette est présente, elle est ridicule, il s'en moque, mais il la portera à quelques rares occasions. Il y aura quelques blagues dues au fait que ce sont deux hommes de 40 ans qui emménagent ensemble, et comme ces aventures sont mises en ligne par Watson, le monde entier peut évidemment se poser quelques questions concernant leur relation. Et ça, c'est également le rôle de Watson. Dans plusieurs anciennes versions, il s'occupera de mettre sur papier toutes leurs aventures. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait déjà eu des commentaires ou des blagues dues au fait qu'ils sont toujours ensemble pour mener l'enquête. Et bien pour cette série, c'est chose faite. Plusieurs personnes les pensent gays, car ils habitent ensemble et sont toujours ensemble sur le terrain, alors que non. Déjà Sherlock n'est pas vraiment le meilleur côté sentimental, et Watson, de son côté, rencontrera quelqu'un dans quelques épisodes. Venons-en à la moustache de Watson. Il est assez rare de trouver des versions de ce personnage sans cette stache horrible. Encore une fois, tout dépend de qui la porte. La version de Martin Freeman la portera après un événement tragique qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et étant bien conscient qu'elle est ridicule, après plusieurs remarques, il décidera de la raser. C'est un élément qui a mal vieilli, surtout à l'époque actuelle. Elle était peut-être banale à l'époque, mais de nos jours, Watson avec une moustache, on a du mal à le prendre au sérieux. Et donc, les blagues dessus étaient inévitables, mais elles ne sont pas récurrentes. Le frère de Sherlock, Mycroft, est ici très important, bien introduit et extrêmement bien interprété. Même Madame Hudson, qui est un personnage quasiment tertiaire à l'histoire, et pourtant, chacune de ses apparitions nous donne envie de la voir comme grand-mère, alors qu'en tout elle doit apparaître 35 minutes. Chaque trait existant est présent, mis en avant, se permettant également de l'humour qui fonctionne, sans pour autant devenir une série comique. Elle ne se repose pas sur le nom Sherlock pour raconter des histoires, dont il ne devrait même pas être le héros en temps normal. Chaque épisode s'inspire des romans de Conan Doyle, mais prend énormément de liberté, ce qui la rend libre de nous raconter autre chose, qui pourtant fonctionne quand même, voire même plus. Et en fait, je crois que c'est la première fois qu'on a un personnage très différent de ce qu'il est censé être, en dehors d'un détective, qui soit tellement bien travaillé qu'on n'a aucun problème à le considérer comme étant une excellente version de ce qu'est censé être Sherlock Holmes. Évidemment, je pourrais continuer pendant 4 heures à vous dire du bien de cette série, mais le mieux, c'est que si vous ne la connaissez pas, je vous en supplie, regardez-la. Je ne la connaissais pas moi non plus, mais dès le premier épisode, j'étais déjà conquis, alors j'ai tout regardé en une semaine. Et une chose que je n'ai pas encore précisée, c'est que sur les 14 épisodes que forme cette série, 13 d'entre eux durent 1h30. En fait, 1h30 est le format de base pour cette série. Le seul épisode qui ne dure pas aussi longtemps est l'un des hors-séries. 1h30 par épisode. À ce stade-là, ce sont quasiment des films. Ce qui change des traditionnels 22 épisodes de 40 minutes tous les 10 mois pendant 7 ans. Avec ce système, ça ne laisse pas de place aux histoires inutiles et surtout la série respire. Car la première saison a été diffusée en 2010, la deuxième en 2012, la troisième en 2014 et la quatrième en 2017. Le premier hors-série, donc celui qui dure 7 minutes, qui sert principalement à annoncer la troisième saison, a été diffusé en 2013 et se nomme Many Happy Returns. Et quant au deuxième, L'Effroyable Marié, a été diffusé en 2016. Ce qui forme un total de 14 épisodes formidablement bien construits, brillamment interprétés par des acteurs géniaux. Une vraie série qui te fait réfléchir, te fait poser des questions et par-dessus tout, elle n'est absolument pas du tout prévisible. Quasiment tout ce qu'on prend pour acquis à chaque fin de saison est à remettre en question dans la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que c'est incroyablement bien écrit. J'ai rarement vu une série aussi bonne, et je m'en veux de ne pas l'avoir découverte plus tôt.
Évidemment, certains épisodes sont moins intéressants que d'autres, comme par exemple Le Chien des Baskerville, qui fait son grand retour ici dans la 2e saison, qui est plus là pour continuer cette longue succession d'adaptations de cette histoire, que pour nous raconter vraiment autre chose. Mais au final, peu d'épisodes d'une incroyable qualité diffusés tous les 2 voire tous les 3 ans, font de cette série un véritable chef-d'œuvre dans l'univers de Sherlock Holmes. Chef-d'œuvre qui bénéficiera d'une adaptation en manga reprenant très fidèlement toutes les aventures de cette série. Et cet univers de Sherlock, en tout cas cette version, n'est pas terminé. La 4e saison est une excellente conclusion à la série, qui peut également mener à une 5e saison. Elle n'est pas obligatoire, mais n'est pas impossible. Le réalisateur lui-même a confirmé que tout est possible, mais c'est également par manque de temps qu'ils ont préféré ne rien annoncer. Et depuis la pandémie, ce n'est pas vraiment d'actualité. Face à un tel succès, les États-Unis, qui incontestablement détestent quand quelque chose fonctionne dans un autre pays, qu'ils se sentent obligés de tout refaire à leur façon, se sont dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas une série nous aussi ?» Après tout, c'est nous qui avons relancé la machine 1 an avant leur première saison. Et c'est ainsi qu'est né Elementary. Je rigole. Mais pas entièrement. Cette nouvelle série se passe dans un contexte moderne et met en scène Lucy Liu dans le rôle de Joanne Watson, qui pour cette version est une femme, aux côtés de Johnny Lee Miller dans le rôle de Sherlock. Avant de commencer, comme beaucoup d'articles lui ont reproché d'être une simple copie de la version anglaise, d'où mon ironie, je ne vais pas faire comme si je n'avais rien vu. Évidemment, ça peut paraître un peu bizarre qu'à peine 2 ans après la version anglaise, qu'une version américaine débarque et qui se passe quasiment en même temps qu'elle, en tout cas, c'est le monde moderne. Un atout ajouté dans la version anglaise qui lui a valu un grand succès. Atout que peut-être cette série a voulu reprendre afin de connaître le même succès. D'ailleurs, elle s'appelle Elementary, en référence à élémentaire, mon cher Watson. Car s'il l'aurait appelé Sherlock elle aussi, ou en tout cas Sherlock Holmes ou n'importe quoi d'autre, mais qui fasse référence directement au titre de la version anglaise, là ça aurait été plus compliqué pour se défendre. Donc en faisant ça, il tente de la démarquer, mais surtout le vrai changement, c'est Watson. Mais ça, on en reparlera juste après. Au-delà des articles totalement putaclic qui s'amusent à comparer chaque élément présent dans les 2 versions, nous allons juste parler de la série en elle-même, sans prendre en compte pour l'instant ce qui a été fait autour d'elle. Je n'ai pas regardé la série intégralement, car je sais déjà comment elle fonctionne, et vous aussi, même sans l'avoir regardée. Le fait que le personnage se nomme Sherlock Holmes nous incite ou nous force à accepter que tout ce qui sortira de sa bouche est forcément réfléchi, et même si tout ce qu'il dit n'a aucun sens, ça en a forcément car il s'appelle Sherlock Holmes, et surtout il est plus intelligent que la moyenne. Alors que non, il n'est qu'un enquêteur basique. C'est un mélange entre Monk, psy-enquêteur malgré lui, et Dr House. Et ces 4 séries, en comptant celle-là, sont pareilles. Du coup, je vous vois déjà venir en me disant que comme je l'ai pas regardée intégralement, je ne peux pas en parler ni la juger. Sauf que sans l'avoir regardée, je sais comment elle fonctionne. Et encore une fois, vous aussi. Cette série fait partie des 73% des séries existantes qui sont composées d'une vingtaine d'épisodes pour leur première saison. Et suivant leur audience et l'accueil du public, on continue à en produire jusqu'à la baisse d'audience, le ras-le-bol ou tout simplement plus envie de la continuer. Pour cette série, les audiences étaient présentes, mais elle s'est conclue avec une saison de 13 épisodes, moins que d'habitude. Maintenant, on se focus sur elle. Comme elle fait partie des 73% des séries existantes qui sont composées d'une vingtaine d'épisodes pour leur première saison, elle fait partie des 61% des séries qui, au total, comptent une vingtaine d'épisodes qui forment ensemble ce que l'on appelle le fil rouge. L'intrigue principale qui est enfouie au milieu de toute la série. En l'occurrence, une vingtaine d'épisodes sont utiles sur les 154 qui la composent. Dans le premier épisode, on nous présente les personnages qui dans 50% des cas ne se connaissaient pas avant, donc il faut qu'ils fassent connaissance, et au bout du 4e épisode, sont des meilleurs amis pour la vie. Et c'est ainsi que l'on perd le fil rouge, avec pas moins d'une quinzaine d'épisodes inutiles à l'intrigue qui ne sont que du remplissage. Jusqu'à ce qu'ils refassent surface à la toute fin de la saison pour rencontrer leur ennemi, ou alors qu'il leur arrive quelque chose de grave. Ce qui du coup nous incite à revenir la saison prochaine, dans laquelle uniquement le premier épisode, voire les 2 premiers, seront utiles, jusqu'à ce que disparaisse de nouveau le fil rouge, qui ne refera surface qu'à la toute fin. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrêt de la série. Et voilà. Je viens à l'instant de vous expliquer comment fonctionne une série qui a une intrigue principale, enfouie sous des épisodes inutiles, mais qui pour le coup, n'en demeure pas moins mauvaise. Et là vous pouvez me dire que c'est pareil pour plein d'autres séries, et pas uniquement elle. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit qu'elle était la seule. J'ai dit qu'elle faisait partie des séries qui fonctionnent comme ça.
Personnellement, les épisodes inutiles, je n'aime pas ça, d'où ma grosse préférence pour la version britannique. 14 épisodes en 7 ans. Quantité ne veut pas dire qualité, et dans ce cas précis, non. Trop d'épisodes m'ont fait stopper la série, parce que je veux savoir où elle va. Et quand tu te tapes 45 épisodes dans lesquels il n'y en a que 7 qui soient réellement utiles, et qu'à ce stade-là tu n'as vu qu'un tiers de la série, désolé, mais c'est chiant. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais des séries comme elle, il en existe plein d'autres. La série britannique, c'est l'équivalent de 13 films. Et là, c'est une série d'enquêtes parmi toutes les autres. J'ai cité Monk, Psy et Dr House, comme il en existe encore plein d'autres. Qu'on soit d'accord, la série est pas mal, mais ce n'est pas une vraie révolution pour ce personnage. Elle est à mettre aux côtés des plus anciennes qui existent, qui ont également servi à agrandir son univers. Elle n'utilise pas le personnage, elle le sert au même titre que les films de Basil Rathbone ou les films sortis en 2009 et 2011. Nous avons évoqué au début des problèmes de plagiat dont elle était accusée vis-à-vis de la version britannique. Évidemment, elles ne sont pas à comparer, j'ai une préférence, mais je ne les compare pas. Eh bien, il y a un élément mis au premier plan qui, j'en suis sûr, a été modifié afin de pouvoir contre-attaquer ces accusations. Comprenez bien tout ce que je vais dire, car dans le contexte actuel, chaque mot peut porter à confusion et je me dois de m'expliquer de manière claire et sans aucun sous-entendu. L'élément principal qui a été modifié, c'est le sexe de Watson. Cette série se veut différente de ce qui a toujours été fait sur Sherlock en général, et le simple fait d'avoir mis une femme dans ce rôle-là n'est pas un choix d'écriture. Je vous parie ma vie que les scénaristes ont fait ça d'abord pour plaire aux féministes, et ensuite pouvoir défendre la série lorsqu'elle sera critiquée pour plagiat et également attaquée par tous les imbéciles qui n'aiment pas quand on modifie certaines choses de ce qu'ils aiment. Le choix de mettre une femme pour ce personnage est un coup pour démarquer la série. Et en faisant ça, elle devient en quelque sorte inattaquable et non jugeable. Car si jamais des gens n'apprécient pas cette série, et donc la critique, les producteurs, les scénaristes, les studios, enfin bref tout le monde, s'érigerait en tant que porte-parole des femmes, afin de pointer du doigt que si jamais on n'aime pas, c'est à cause du fait que Watson, maintenant, soit une femme. Et c'est pareil pour Moriarty, les deux personnages sont des femmes. Mais excusez-moi, ça n'a rien à voir. On peut ne pas aimer cette version, on peut ne pas aimer cette version de Sherlock. On peut ne pas aimer que cette histoire ne se déroule pas à Londres. On peut ne pas aimer plein d'autres choses dans cette série, tout comme ne pas aimer le rôle de Watson, sans forcément jouer les machos sexistes et pointer le fait qu'avant c'était un homme et maintenant c'est une femme. Le seul vrai défaut que moi je lui reproche, c'est d'avoir une histoire précise enterrée au milieu de plus d'une centaine d'épisodes inutiles qui ne sont que des enquêtes à résoudre avant de passer à une nouvelle et ainsi de suite jusqu'à retrouver le fil rouge. Watson est un bon personnage, l'alchimie entre les deux personnages fonctionne, et en faisant ça ils nous ont également prouvé qu'avec une femme ça peut être aussi bien, voire même mieux, et c'est le cas. Mais ça a également permis à cette série de se défendre en mettant en avant le côté féministe si jamais elle était critiquée, même si on ne visait pas spécialement le rôle de Watson. Comprenez bien, moi je m'en fous, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté car je n'avais plus le courage de la continuer. Le rôle de Watson ne me gêne en rien tant qu'elle est bien introduite et qu'elle a quelque chose à raconter. Et c'est le cas, alors j'ai aucun problème. Et même si c'était Sherlock qui devenait une femme, ça ne m'aurait pas gêné tant que ça reste bien écrit. Et d'ailleurs, ça existe. Miss Sherlock est une série japonaise de 8 épisodes sortie en 2018, avec Yuko Takeuchi dans le rôle de Sarah Sherlock et de Shiori Kanjiya dans le rôle de Wato-san, ou Dr Wato, donc Watson. Et c'est également une bonne série, surtout qu'en plus, les deux personnages principaux sont des femmes. Donc comme quoi, changer certains détails, voire même personnages, n'est pas forcément une mauvaise chose tant que tout reste cohérent et bien écrit. Malheureusement, il n'y aura pas de suite, en tout cas pas avec l'actrice principale, car elle est décédée en septembre l'année dernière. On revient en 2012 pour conclure avec Elementary. C'est très loin d'être la pire série, et loin d'être la pire œuvre dans l'univers de Sherlock, et qui plus est, un Sherlock moderne. Même si la version anglaise l'a dépoussiérée et modernisée d'une façon extrêmement intelligente, sans se casser la gueule, elle a quand même apporté son lot de nouveautés que n'a pas apporté la version britannique. Notamment avec le passé de Sherlock qui sort à peine d'une cure de désintoxication qui sera accompagnée par Watson qui, dans cette version, est plus une auxiliaire de vie imposée par son père. Même s'il y a des ressemblances avec le personnage d'origine, ce ne sont pas les mêmes et cette histoire ne se déroule plus à Londres. Donc, ça a quand même apporté son lot de nouveautés. Et en parlant de nouveautés, ou plutôt de rareté dans cet univers, Bill Condon, en 2015, soit 3 ans plus tard, réalisera Mr. Holmes, qui adapte les romans Les abeilles de Monsieur Holmes de l'écrivain Mitch Collin. Ian McKellen dans le rôle phare, aux côtés de Milo Parker, d'Hiroyuki Sanada, Laura Linney et de Hattie Morahan. Ne vous attendez surtout pas à un film d'action, c'est plus une histoire, et pas une histoire qui se passe uniquement au présent. Nous avons ici un Sherlock âgé de plus de 90 ans, ce qui est assez rare pour être mentionné.
On était surtout habitué à voir un personnage d'entre 45, 60 ans, voire même plus avant les années 90, et les versions les plus récentes nous ont habitués à Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller, donc des quarantenaires. Cette fois-ci, il a 93 ans, il est à la retraite, n'a plus son sens de la déduction qui a fait de lui le célèbre détective que le monde connaît, aussi bien le nôtre que le leur, car dans ce film, nous pouvons apercevoir Sherlock visionner un film au cinéma qui adapte les romans écrits par James Watson qui, lui, mettait sur papier toutes leurs aventures. Quand je dis que nous avons plus une histoire qu'un film d'action, c'est tout simplement parce que nous écoutons Sherlock du présent, donc à la retraite, nous raconter l'une de ses enquêtes d'il y a 35 ans lorsque son sens de la déduction était encore présent. Je pense qu'on a été trop habitué à voir des aventures où il y avait des complots dans tous les sens et des méchants partout. Et là, ça fait presque du bien d'avoir une petite histoire comme ça, sans avoir à courir dans tous les sens. C'est beau, c'est bien réalisé, les acteurs jouent bien, il y a Hayato, donc moi je suis content. Mais Sherlock, bon, il n'a plus Watson, il ne peut que y repenser en relisant tous ses écrits de leurs aventures, il est à la retraite, il s'occupe de ses guêpes et... Non, vraiment, ce film, il est tranquille, ça passe tout seul. C'est un bon film, et qui plus est l'un des rares qui traite d'un Sherlock très âgé, et donc à la retraite, qui te raconte un peu son ancienne vie. J'ai rien à dire de plus dessus, c'est bien, vraiment ça fait bizarre d'avoir ce genre de film qui ne te retourne pas le cerveau dans tous les sens, surtout quand t'es habitué aux dernières sorties. Mais vraiment, ce film est... paisible, certains passages sont vraiment magnifiques, et quand j'ai fini de le regarder, j'avais juste envie de sortir dehors, et de sourire, de m'allonger dans un champ de tournesol, et après je me suis rappelé qu'il y avait le Covid. Alors je suis pas sorti, et j'ai continué à écrire mon script. Nous quittons ce film, qui même s'il n'est pas le plus passionnant nous racontait quand même une belle histoire, afin de plonger dans la médiocrité et la beaufrie absolue. Souvenez-vous, à partir des années 70, nous avons assisté à la naissance des films comiques sur cet univers. Et celui-là est exactement dans le même esprit, sauf que là où ça pouvait permettre à ce même univers de se renouveler à l'époque, en 2018, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de faire ce genre de... parodie. Et quand je vous dis parodie, je mesure mes mots, car je le considère comme étant le Scary Movie de cet univers, tout simplement. Mais si, vous connaissez Scary Movie, ces films parodiques qui s'inspirent de tout et n'importe quoi afin de raconter une histoire complètement décalée qui, pour le coup, fonctionne parfaitement. Yo, ça va. Holmes et Watson, réalisé par Ethan Coen sorti en 2018, est une parodie complète des films de Guy Ritchie, le système de combat étant l'exemple le plus flagrant. Adversaire 150 kilos. Me servir de ma pipe pour faire diversion afin de dévier son regard. Primo, détournez l'attention. Plan d'attaque. Premier coup surprise dans l'épicentre de la masse musculaire. Esquiver avec grâce la contre-attaque. Frappez au foie. Bloquez gauche puissante. Utiliser la méthode autotoxique tibétaine pour déstabiliser son équilibre. Désorienté. Étourdi, il va tenter d'asséner un coup décisif, paré du coude. Lui amoindrir ses capacités visuelles. Esquiver un coup inopiné. Fragiliser mâchoire droite. Puis fracturer. Disloquer mâchoire entièrement. Vous pouvez également me dire que c'est une inspiration. Non! Chaque élément présent dans ce film n'est là que pour faire rire. Mais comme rien n'est naturel, tout devient absolument gênant. Après, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, parce qu'après tout, c'est marrant de mettre en scène des personnages qui gueulent comme des demeurés tout le temps. Madame Hudson! 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 À l'aide! Hudson! Watson m'a planté une carotte dans le rectum! Hudson! Au secours! Au feu! Appelez la police! Hudson! Votre mère vient de mourir! Espèce de sac d'os sans cervelle! Hudson! 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 Où êtes-vous? C'est marrant de mettre en scène des personnages qui ratent absolument tout ce qu'ils entreprennent dans un film comique, qui en plus de ça se veut sérieux durant les 2 dernières minutes, lorsqu'ils vont retrouver la trace de leur ennemi. Comme si c'était suffisant pour nous faire oublier l'océan de merde qu'on vient tout juste de subir, afin de peut-être nous vendre une suite.
C'est marrant de voir un personnage comme Madame Hudson coucher avec absolument tous les mecs qu'elle croise dans le lit de Watson pendant qu'il a le dos tourné. Et d'ailleurs, elle se tape Einstein. En fait, elle se tape tous les mecs dont elle a besoin pour réussir son plan. C'est marrant de parodier les techniques de combat des précédents films pour les utiliser pendant que nos héros pissent dehors parce qu'ils sont complètement torchés. Parabole du jet, direction du vent, difficulté à uriner en public, évitement des chaussures et émission des fluides. Oh mon Dieu, j'ai oublié d'ouvrir ma braguette. Vous êtes un vrai génie. Attention, vous me faites... Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on apprend que Sherlock... J'ai le pénis d'un bébé. Ah. Je ne fais qu'un simple constat. Ouais. C'est marrant qu'à la toute fin, leurs deux amis rentrent chez eux à bord d'un bateau qui se nomme le Titanic et que notre héros balance ça. Bon voyage sur le plus sûr des navires. Quel merveilleux navire. Oui. Watson, regardez! C'est Billy Zane! Bon, en vrai, ça c'est marrant. Mais ils en font trop en vantant les mérites d'un des bateaux les plus sûrs qui existent. Juste les faire partir à bord du Titanic en espérant les revoir un jour sans rien dire de plus, là ça aurait fonctionné. Faire un film comique, c'est bien quand l'humour arrive de lui-même sans être forcé. Là, c'est forcé de bout en bout. Finalement, le meilleur personnage, c'est Moriarty. Oui, il est dedans, et ce n'est même pas le méchant principal. Il apparaît 4 minutes au total au début et à la fin, ce qui du coup lui laisse très peu de temps pour qu'il dise des conneries afin que ce personnage ne soit pas entièrement sali lui aussi. Et l'idée qui est développée au milieu de ce film rempli d'humour raté, c'est que la fille de Moriarty, c'est Madame Hudson. Elle s'est fait engager en tant que gouvernante auprès de Sherlock, mais ceci n'était qu'une couverture afin de pouvoir l'étudier de près afin d'élaborer un plan pour libérer son père. Ce qui, pour quand même défendre le film, est une bonne idée. Mais cette idée est au service d'un film complètement pourri. Et je la connais, l'excuse du « mais si tu poses ton cerveau et que tu acceptes que c'est n'importe quoi, tu peux apprécier ce que tu regardes ». Sauf que je n'en ai tiré aucun plaisir, et tout ce que je retiens, c'est que ce film existe, et qu'il a coûté de l'argent. 42 millions, et il n'en a rapporté que 41 900 000. C'est quand même pas de cul. Et au vu d'un tel résultat, on voit bien que ce film s'est planté. Mais il a quand même réussi à aller un tout petit peu plus loin, car il a reçu plusieurs nominations et récompenses. Ah mais attendez, c'est pas tous les jours qu'on accorde un budget aussi énorme pour une comédie aussi merdique, qui aurait très bien pu sortir dans les années 80, voire 70. Alors, quand on tient une perle pareille, il faut la récompenser. Holmes et Watson sera récompensé pour avoir été à la fois le film avec les plus mauvaises images, mais plus simplement pour avoir été le plus mauvais film de son année. Ethan Cohen sera récompensé pour avoir été le pire des réalisateurs, John C. Reilly pour son rôle de Watson qui, j'ai oublié de préciser, a l'entrejambe en feu. Montrez-lui ce qu'elle vous fait ressentir. Oh. Vas-y, montrez-lui. Voilà. Ne détournez pas le regard. Regardez qui est là. Sera récompensé pour avoir été le pire des seconds rôles. Et malheureusement, Will Ferrell ne remportera pas la première place pour avoir été le pire acteur pour son interprétation totalement ratée de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, le duo Sherlock-Watson, dans ce film, a bien failli remporter la première place d'être le pire duo de l'année. Même si au fond de moi, ils l'ont tous les deux très largement mérité. Et ce qui me fait le plus de peine en fait, c'est de voir Hugh Laurie là-dedans, qui joue Mycroft. J'aime énormément cet acteur. Mais comme je l'ai déjà dit, ce personnage peut être très bien comme totalement raté. Et malgré son excellent acteur, ce rôle est absolument à chier. À tel point que je préfère sa version dans Jeu d'ombre. Et vous savez à quel point je n'aime pas celle de Jeu d'ombre. Donc c'est vous dire à quel point je déteste cette version. Évidemment, là on parle d'un film sorti en 2018. Il reste un peu plus de 2 ans à traiter, et même s'il n'y a pas eu grand chose depuis, eh bien la moindre chose ne peut pas être pire que ce qu'on vient d'aborder. À moins, bien sûr, de s'appeler